1866-1925. Voilà un homme qui a connu une célébrité mondiale et qui est aujourd'hui presque complètement oublié. Et ça, je crois que c'est tout de même un cas très particulier. Bon, on connaît le cas de nombreux novateurs qui sont restés méconnus, mais là, c'est tout à fait... on a tendance à penser, et c'est souvent vrai, que la célébrité vous colle à la peau, qu'une fois qu'on a un nom, on le garde. Eh bien là, c'est fantastique, il a perdu son nom. Et il a été, je dirais, 2 fois célèbre, parce qu'il l'a été d'une part en tant que scientifique, et c'est surtout ce cas que nous allons évoquer, mais il l'a été aussi en tant que pionnier de l'aviation. C'est grâce à lui que l'aviation française a décollé, si je puis dire. Et ça aussi est une chose qui est complètement oubliée, sauf bon, des spécialistes, des historiens de l'aviation, qui sont à peu près les seuls à savoir le rôle éminent que René Quinton a joué. Ce sont 2 aspects de sa vie très différents, mais qui sont aussi extraordinaires l'un que l'autre. Alors, René Quinton a été célèbre mondialement, mais notamment au début du XXe siècle, à la suite d'une épidémie de choléra qui avait fait en France de nombreuses victimes. Et René Quinton a sauvé des milliers d'enfants. Et personnellement, je suis convaincu que si on avait gardé les formules de René Quinton, qui existent encore, qu'on peut encore se procurer, mais que la plupart des médecins ignorent, et le public plus encore, on pourrait encore aujourd'hui sauver des enfants, notamment de la leucémie. C'est tout de même extraordinaire que ce soit complètement occulté. René Quinton, au départ, c'est un esprit curieux, ouvert. Il n'a pas de vocation vraiment définie. Il ne sait pas vraiment dans quelle branche il va se lancer. Il écrit des pièces de théâtre, des débuts de romans, des petites choses, il cherche. Il est plutôt dans le domaine littéraire, donc en principe très loin des choses scientifiques. Mais c'est ce genre d'esprit qui est toujours aux aguets des choses curieuses de la vie. Il y a un jour une sorte de révélation, on pourrait un peu comparer ça à la pomme de Newton ou à la baignoire d'Archimède. Il est en vacances dans la propriété familiale de Bourgogne. Et puis, on amène dans la maison une vipère qu'on a trouvée complètement engourdie par le froid. C'est absolument inerte. Et une fois ramenée dans la chaleur de la maison, la vipère peu à peu se réveille et devient même inquiétante parce que c'est tout de même pas un animal tout à fait anodin. Et alors, René Quinton observe ça, et alors, il y a une sorte d'éclair, il se dit, mais cette question de température est capitale pour cet animal. Bon, l'animal a sang froid, évidemment. Pourquoi à sang froid? Pourquoi les animaux à sang chaud? Etc. Et à partir de là, toute une réflexion se met en route. René Quinton sait, bon, comme beaucoup de gens, que la Terre était évidemment tout d'abord brûlante, qu'elle s'est peu à peu refroidie, et que la vie n'est apparue que lorsque la température a été vivable, c'est le cas de le dire. Et qui se situe aux alentours de 44 degrés. Mais ce refroidissement de la Terre s'est fait évidemment progressivement. Il bâtit tout un système en disant, bon, les premières espèces vivantes sont apparues donc aux alentours de cette température de 44 degrés. Et puis au fur et à mesure que la planète s'est refroidie, les nouvelles espèces sont nées, les espèces mutantes, sont nées évidemment à une température différente. Et à ce moment-là, et c'est là où il y a une découverte géniale, parce que ça explique en grande part l'évolution des espèces. Qu'est-ce qui se produit lorsque les êtres vivants sont contraints de s'adapter à un certain environnement, et notamment à la température? Alors, je dirais, il y a 2 solutions. Et pour schématiser, nous dirons, il y a la solution des résignés et celle des combatifs. Les résignés, bon, ils s'adaptent. Alors, c'est ce qu'ont fait les reptiles, qui sont restés à la température du globe au moment où ils sont apparus. Et puis il y a ceux qui ne sont pas d'accord, ils disent ça ne marche pas, on n'est pas en pleine forme, il faut qu'on retrouve, parce que pour être en pleine forme, il faut que l'être vivant soit à la température d'origine de la vie. Et c'est là qu'apparaissent, là encore je récapitule très rapidement, mais c'est là qu'apparaissent les animaux à sang chaud, et Quinton dit, ces nouvelles espèces qui démarrent, qu'est-ce qu'elles font? Leurs organismes, autrement dit leurs cellules, construisent une société cellulaire capable de reconstituer la température idéale des origines.
Et alors ça c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, il dit, on doit pouvoir absolument retrouver l'âge d'apparition des espèces par leur température. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y a une espèce de dogme, tous les êtres vivants, leur température est entre 36 et 39 degrés. Bon, point. C'est faux. Et Quinton va démontrer que c'est faux. Et il va parcourir le monde, il va dans tous les jardins zoologiques. Et alors il a cette formule magnifique d'humour, il écrit à un ami: depuis que je plante des thermomètres dans le cul des animaux, on me respecte. Oui, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas seulement un théoricien, que le type, il démontre. Et effectivement, cette théorie se trouve validée, et au fur et à mesure de l'apparition des espèces, il constate que, ou bien leur température est celle qui était celle de la Terre, enfin, disons du milieu environnant dans lequel elles sont apparues, ou bien que ce sont au contraire des espèces qui ont reconstitué une température plus proche des origines, car en somme ce qu'il constate, et là encore c'est ce qu'il a déjà entrevu au moment de la vipère, c'est qu'il y a une température idéale dans laquelle les cellules de l'animal sont au maximum de leur capacité, de leur activité. Il dépose à l'Institut de France un manuscrit sur cette théorie, et c'est celle-là qui le fera appeler plus tard par les journalistes américains le Darwin français. On se demande pourquoi le Darwin français, puisque bon, comme chacun sait, Darwin est le grand innovateur, découvreur de l'évolution des espèces, et on se demande ce que Quinton vient faire là. Eh bien tout simplement parce que Quinton a ajouté un volet très important dans cette question d'évolution, et qui est lié à ce phénomène de température. Parce que, à partir de cette observation sur la température, Quinton se dit, puisque les espèces vivantes, dans leur évolution, essaient toujours de revenir à la température des origines, elles doivent également essayer de revenir ou de conserver le milieu chimique de ces origines. Et quel est le milieu chimique de l'origine? C'est la mer. Toute la vie est sortie de la mer. Donc, on doit retrouver... Alors là, il part aussi d'une observation de Claude Bernard sur le milieu intérieur. Claude Bernard avait déjà vu que le milieu intérieur, sanguin, lymphatique, etc., ce qu'on appelait les humeurs autrefois, tous les liquides de l'organisme, ont une affinité avec l'eau de mer. Mais Quinton va alors vraiment perfectionner la chose par toutes sortes d'observations, et va aboutir à cette conclusion, c'est que le milieu intérieur, pas seulement de l'humain, mais enfin des mammifères, disons, puisque bon, ce sont les derniers apparus, est en affinité profonde avec le milieu marin. Le milieu marin des origines, parce qu'il ne faut pas oublier que le milieu marin des origines était beaucoup moins salé que la mer actuelle. Et alors, Quinton, qui a d'abord fait des expériences sur les animaux avec de l'eau de mer, disons, normale, qu'il va chercher au large, où elle est la plus pure possible, va se dire, mais elle est trop salée, cette eau. Il faut que je revienne à une salinité antérieure, donc plus faible. Et c'est ce qui va donner donc ce qu'on a appelé le plasma de Quinton, c'est-à-dire l'eau de mer isotonique, ou ramenée à l'isotonie, qui est une eau de mer qui est constituée de 2 parties d'eau de mer, additionnées de 3 parties d'eau de source filtrée. Donc ce qui la dessale légèrement, et qui, dans la théorie de Quinton, la ramène vraiment à ce qu'était le milieu originel. Alors à partir de là, Quinton dit, bon maintenant il faut prouver. D'après lui, il se dit, ça c'est le liquide vital par excellence. Avec ça, on doit pouvoir requinquer tout le monde. La grande chance de Quinton, c'est d'avoir rencontré Étienne Jules Marais, qui était un grand savant, professeur au Collège de France, reconnu de toute la communauté scientifique, qui lui a fait confiance et qui a dit, ce type est extraordinaire, il nous amène quelque chose qu'il faut absolument regarder, étudier. Et bon, même ceux qui ne voulaient pas entendre parler de Quinton ont été un petit peu obligés de tout de même se plier à ça. Ça a été la grande chance de Quinton. Alors, il fait une première expérience, il y en aura d'autres bien sûr, avec un chien. Le chien est presque complètement vidé de son sang, et puis immédiatement derrière, il injecte à la place
l'eau de mer isotonique. Et on observe le résultat. Alors naturellement, le chien, complètement abattu, amorphe, foutu, il reste allongé par terre, on le croit demi-mort. On attend. Le lendemain, le chien se redresse et il trotte. Mais attention, il est très loin d'avoir retrouvé quand même la forme. Bon, alors on fait des analyses de son sang. Alors on aperçoit évidemment une chute catastrophique, des globules rouges, des plaquettes, de tout ce qu'on veut. C'est un sang totalement anémié qui n'est pas reconstitué. Justement, ce que veut démontrer Quinton, c'est que l'organisme, à partir de cette eau de mer, va pouvoir reconstituer le sang. Personne n'y croit. Et ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, les collaborateurs de Marais, qui toujours le soutient, et qui sont passionnés par les travaux de Quinton, mais lui disent, mais c'est pas possible, vous allez au casse-pipe, ça peut pas marcher. Allez, attendons, observons. Bon. Le troisième jour, le chien va mieux, il retrouve l'appétit, qu'il avait perdu complètement, il mange 400 grammes de viande, il y a déjà un progrès. Quatrième jour, ça va encore mieux, l'analyse de sang montre une remontée spectaculaire de tous les composants du sang. Et le huitième jour, alors non seulement le chien est rétabli, mais il est en pleine forme, et il est même d'une vitalité presque excessive. Et ce chien, qu'on va continuer d'observer, pendant 5 ans, est en pleine forme.